En 2019, Parasite surgit dans le paysage cinématographique mondial avec une puissance rare. Réalisé par Bong Joon-ho, le film est immédiatement perçu comme une satire sociale brillante, un thriller retors, une comédie noire virtuose. Mais très vite, au-delà de ses qualités narratives et de sa mécanique dramaturgique presque parfaite, une autre dimension s'impose, celle de l'espace. Ce qui frappe dans Parasite, ce n'est pas seulement la violence des rapports de classe, ni l'ironie grinçante avec laquelle ils sont mis en scène. C'est la manière dont ces rapports sont littéralement construits dans la pierre, le béton, le verre et les escaliers. Le film ne parle pas seulement d'inégalité, il les met en volume. Depuis plusieurs années, l'analyse philosophique du cinéma s'est souvent attachée à penser le temps, le mouvement, l'image, la mémoire. Deleuze notamment a montré combien le cinéma pouvait devenir un laboratoire ontologique, un lieu où se redessinent les coordonnées de notre perception du réel. Mais Parasite invite à déplacer légèrement le regard. Il ne s'agit plus seulement de penser le temps de l'image, mais son espace. Non plus uniquement le flux, mais la hauteur. Non plus seulement le devenir, mais la topographie. Ce déplacement est décisif, car dans nos sociétés contemporaines, la question de l'espace est devenue centrale. Les villes se densifient, se fragmentent, se cloisonnent. Les quartiers riches s'élèvent, les quartiers pauvres s'enfoncent. Les lignes de métro dessinent des frontières invisibles. Les caméras de surveillance quadrillent les territoires. L'urbanisme n'est plus un simple agencement fonctionnel, il est un dispositif politique. Parasite s'inscrit pleinement dans cette problématique. Le film repose sur une opposition spatiale radicale. D'un côté, la maison moderniste des parcs, vaste, lumineuse, construite sur les hauteurs. De l'autre, le semi-sous-sol des Kim, humide, encombré, à demi enterré sous le niveau de la rue. Entre les deux, des escaliers, des pentes, des dénivelés. Toujours cette verticalité qui structure les déplacements et, plus profondément encore, les existences. Cette verticalité n'est pas anecdotique. Elle est la colonne vertébrale du film. Elle fonctionne comme une métaphore visible de la hiérarchie sociale. Mais elle est plus qu'une métaphore. Elle est une condition matérielle. On ne monte pas et on ne descend pas de la même manière selon que l'on est riche ou pauvre. L'ascension des Kim vers la maison des parcs est une ascension littérale. Leur chute, lors de la nuit de l'orage, est une descente interminable, presque infernale, à travers les escaliers de la ville. La lutte des classes devient ainsi une question de niveau. Or, cette spatialisation du conflit social entre en résonance avec des traditions philosophiques plus larges. Depuis Henri Lefebvre et sa production de l'espace, nous savons que l'espace n'est jamais neutre. Il est produit par des rapports sociaux et en retour, il les reproduit. Il façonne les comportements, les imaginaires, les possibles. Michel Foucault, de son côté, a montré que l'architecture, de la prison à l'hôpital, pouvait devenir un instrument de pouvoir. Les murs, les couloirs, les seuils organisent des régimes de visibilité et d'invisibilité. Chez Bong Joon-ho, l'architecture ne se contente pas d'encadrer l'action, elle est l'action. Elle détermine les trajectoires, elle distribue les places, elle rend visible ce que le discours politique tend parfois à masquer. L'inégalité n'est pas seulement économique, elle est spatiale. Ce qui rend le film particulièrement puissant, c'est qu'il ne se contente pas d'opposer deux classes. Il introduit une profondeur supplémentaire. Le bunker caché sous la maison des parcs, sous la surface lumineuse, un autre monde existe, invisible, clandestin, comme si toute société hiérarchisée produisait nécessairement son sous-sol, comme si toute architecture de la réussite reposait sur un refoulé. Le titre même du film, Parasite, devient alors ambigu. Qui parasite qui? Les Kim infiltrent la maison des parcs,
Mais les parcs ne vivent-ils pas eux aussi à l'abri d'un système qui les nourrit sans qu'ils en perçoivent le coût humain? Et le bunker, enfin, ne révèle-t-il pas qu'il existe toujours plus bas que soi? Ainsi, dès l'ouverture du film, une question se pose. Peut-on vraiment changer de place dans un monde structuré verticalement? L'ascension est-elle autre chose qu'un déplacement provisoire à l'intérieur d'un système qui demeure inchangé? Ce questionnement prend une résonance particulière aujourd'hui. En 2026, alors que les inégalités urbaines ne cessent de se creuser, que les centres-villes se gentrifient, que les périphéries s'enfoncent dans l'invisibilité, Parasite apparaît presque comme prophétique. Il ne décrit pas seulement la Corée du Sud, il décrit une condition globale. La ville contemporaine est stratifiée. Elle élève certains corps et en enterre d'autres. Le cinéma de Bong Joon-ho possède cette capacité rare. Rendre visible l'abstraction, les chiffres des inégalités deviennent des escaliers. Les statistiques deviennent des pièces inondées. La reproduction sociale devient un plan architectural. Dans cette émission, il s'agira donc de penser Parasite, non seulement comme un récit de lutte des classes, mais comme une méditation sur l'espace. Comment l'architecture façonne-t-elle les destins? Comment la verticalité devient-elle une métaphysique sociale? Et que révèle le bunker caché sous la maison parfaite? Nous verrons que le film ne se contente pas de dénoncer un système, il en montre la structure intime. Il fait de l'espace un personnage à part entière. Il transforme la maison en machine idéologique. Il nous oblige à regarder la ville autrement. Car peut-être que la question centrale posée par Parasite n'est pas seulement qui exploite qui, mais plus radicalement, où sommes-nous placés? À quel niveau habitons-nous le monde? Et si la lutte des classes aujourd'hui passait d'abord par une lutte pour l'espace? La maison des parcs n'est pas simplement un décor. Elle est une construction idéologique. Elle est pensée, dessinée, éclairée comme une promesse. Dès la première apparition de la demeure, le spectateur perçoit immédiatement qu'il pénètre dans un espace qui n'obéit pas aux mêmes lois que celui des Kim. La caméra épouse la fluidité des lignes architecturales. Les surfaces sont nettes, les angles précis, les matériaux nobles. Le bois sombre dialogue avec le béton brut. Le verre ouvre l'intérieur sur son jardin parfaitement cadré. Rien ne déborde, rien ne dépasse, rien ne traîne. Cette maison est l'incarnation d'un capital maîtrisé. Le modernisme architectural dont elle s'inspire repose sur une esthétique de la pureté, de la fonctionnalité. Historiquement, l'architecture moderniste portait une promesse démocratique: rationaliser l'espace pour améliorer la vie. Mais dans Parasite, cette promesse est capturée par la classe dominante. La maison des parcs n'est pas un modèle universel, elle est un privilège. Elle incarne une forme d'élévation sociale matérialisée. Ce qui frappe d'abord, c'est la lumière. La grande baie vitrée du salon ouvre sur le jardin comme sur un tableau vivant. La nature semble apprivoisée, domestiquée. Le monde extérieur n'est pas menaçant, il est esthétique. La transparence du verre donne l'illusion d'une continuité entre dedans et dehors. Pourtant, cette transparence est trompeuse. Elle ne signifie pas ouverture sociale, elle signifie contrôle. Car si l'on observe attentivement, la maison est protégée. Elle est située en hauteur, derrière un mur, à distance de la rue. L'accès est filtré. Pour atteindre la porte d'entrée, il faut monter. Monter physiquement, monter symboliquement. Cette élévation n'est pas neutre. Elle renvoie à une vieille métaphore occidentale, le haut comme lieu de pouvoir, le bas comme lieu de soumission. Depuis l'Antiquité, les dieux habitent les sommets. Les puissants dominent depuis des hauteurs, les palais surplombent les villes. Bong Joon-ho actualise cette symbolique en l'inscrivant dans l'urbanisme contemporain. La maison des parcs est un espace de surplomb. À l'intérieur, tout est pensé pour effacer les traces du travail. La propreté est impeccable. Les surfaces lisses empêchent l'accumulation du désordre.
La cuisine, pourtant lieu de production domestique, reste invisible depuis le salon. Les chambres sont vastes, aérées, organisées selon une logique fonctionnelle. Rien ne trahit l'effort nécessaire pour maintenir cet ordre. Or, c'est précisément là que se joue l'illusion. La maison donne l'impression que la richesse est naturelle. Elle semble découler d'un état du monde stable et mérité. Elle masque les rapports de dépendance qui la rendent possible. Les parcs vivent dans un espace qui efface les médiations sociales. Les domestiques circulent discrètement, comme si le service allait de soi. L'architecture participe activement à cette invisibilisation. Les circulations internes permettent aux employés de se déplacer sans troubler l'harmonie des lieux. La gouvernante connaît les recoins, les passages secondaires. Le travail est spatialement relégué. On pourrait ici convoquer la pensée d'Henri Lefebvre, encore une fois. L'espace est produit par les rapports sociaux, mais il contribue en retour à les naturaliser. La maison des parcs produit une expérience du monde où la hiérarchie paraît évidente. Elle organise la séparation entre ceux qui habitent pleinement et ceux qui ne font que traverser. Il est significatif que le salon soit l'espace central. C'est là que la famille se rassemble, que les invités sont reçus, que la vie sociale, visible, se déploie. Mais sous ce salon se cache un secret, le bunker. Sous la surface lumineuse, une profondeur obscure existe. Cette superposition verticale est essentielle. Elle révèle que la pureté affichée repose sur une couche invisible. L'escalier intérieur joue à cet égard un rôle déterminant. Élément architectural classique, il devient ici un symbole. Monter à l'étage signifie accéder à l'intimité des parcs. Descendre vers le sous-sol révèle la part refoulée du système. L'escalier est un axe moral. La mise en scène insiste sur cette dimension. Les mouvements de caméra accompagnent les déplacements verticaux. Lorsque les Kim investissent progressivement la maison, ils occupent d'abord les marges. La cave, la cuisine, les chambres secondaires. Leur présence est tolérée tant qu'elle reste fonctionnelle. Ils ne doivent pas troubler l'équilibre spatial. Un détail revient souvent, l'odeur. Les parcs perçoivent chez les Kim une odeur particulière, une odeur de sous-sol. Ce motif est fondamental. L'architecture ne façonne pas seulement les corps par la lumière et la hauteur, elle les marque physiquement. L'humidité du semi-sous-sol imprègne les vêtements. La maison des parcs, sèche et ventilée, devient le standard implicite du normal. Ainsi, la distinction sociale se joue aussi dans l'air. La maison fonctionne donc comme une machine à produire de la différence. Elle sépare, hiérarchise, classe. Elle offre au parc une expérience du monde où la violence structurelle est tenue à distance. Lors de la fameuse scène de la pluie, la famille Park observe l'orage depuis la sécurité de son salon. Le jardin est lavé, rafraîchi. Pour eux, la pluie est pittoresque. Pour les Kim, au contraire, elle est une catastrophe. L'architecture protège certains corps et en expose d'autres. Il faut également s'arrêter sur la notion de propriété. La maison est privée, clôturée. Elle matérialise la concentration du capital. Le rêve final du fils Kim, qui imagine acheter un jour la demeure pour libérer son père, repose sur cette idée que la possession de l'espace équivaut à la libération. Mais le film laisse planer un doute cruel. Ce rêve est-il autre chose qu'une fiction méritocratique ? La maison, en tant qu'objet architectural, cristallise la croyance dans la mobilité sociale. Elle devient le symbole d'un horizon. Pourtant, tout dans sa structure suggère la fermeture. Les murs sont épais, les seuils sont contrôlés, les accès sont filtrés. Ce qui est fascinant, c'est que Bong Joon-ho ne caricature pas les parcs. Ils ne sont pas monstrueux, ils sont au contraire aimables, parfois naïfs. Mais précisément, leur douceur repose sur la solidité de leur position spatiale. Ils peuvent se permettre la légèreté parce que l'architecture les soutient.
La maison des parcs n'est donc pas seulement le lieu du pouvoir, elle est la condition de possibilité de l'innocence bourgeoise. En ce sens, Parasite dépasse la simple satire sociale. Il propose une véritable archéologie de la richesse. Il montre comment l'espace construit, façonne une expérience du monde, où la domination devient visible, presque impensable. Et c'est peut-être là que réside la force philosophique du film. Faire de l'architecture non pas un arrière-plan mais une ontologie. La maison des parcs n'est pas un décor de cinéma, elle est la matérialisation d'un système, une géométrie du privilège, une verticalité naturalisée. Dans la prochaine partie, il faudra descendre, quitter cette pureté moderniste pour retrouver l'humidité, la promiscuité, la fragilité du semi-sous-sol des Kim. Car c'est dans ce contraste que la mécanique du film révèle toute sa rigueur. Après la géométrie pure de la maison des parcs, il faut descendre. Descendre réellement, matériellement dans cet espace ambigu qu'occupe la famille Kim. Un semi-sous-sol. Et déjà dans ce simple mot, tout est dit. Il ne s'agit pas d'un sous-sol total, d'un espace complètement terré, mais d'un entre-deux. Une moitié visible, une moitié enfouie. Une moitié d'espoir, une moitié de condamnation. Le semi-sous-sol est une condition intermédiaire. Il n'est pas l'exclusion absolue, mais il n'est jamais l'intégration. Il ne se situe ni totalement dans la lumière, ni complètement dans l'ombre. Il est la métaphore spatiale d'une classe sociale qui n'est ni totalement marginale, ni véritablement incluse. La première image du film nous installe d'ailleurs dans cette position. La caméra cadre la petite fenêtre du logement des Kim, une fenêtre à hauteur de trottoir. Les passants défilent, leurs pieds apparaissent dans le champ. Le monde n'est pas contemplé depuis une hauteur dominante, il est vu depuis le niveau du sol, voire légèrement en dessous. Cette perspective est décisive car elle installe d'emblée une expérience du monde en contre-plongée sociale. Le regard des Kim est horizontal, mais depuis le bas. L'intérieur de l'appartement est exigu, les plafonds sont bas, les murs sont tachés, les objets s'accumulent. Les corps circulent difficilement. La promiscuité est constante. Contrairement à la maison des parcs, où chaque membre de la famille dispose d'un espace propre, ici les frontières sont poreuses. L'intimité est réduite. La cuisine, le salon, les chambres coexistent dans un même espace resserré. Ce resserrement n'est pas qu'un détail esthétique. Il produit une expérience psychique. L'espace contraint le mouvement, limite les possibilités. Il engendre une tension permanente. Les gestes sont plus rapides, plus nerveux, les disputes éclatent plus facilement. Le corps n'a pas la même amplitude. Et puis, il y a l'humidité. Cette humidité omniprésente qui finit par devenir un personnage. Elle s'infiltre par les murs, elle imprègne les vêtements, elle stagne dans l'air. Lorsque la municipalité procède à une fumigation contre les insectes, la famille Kim décide de ne pas fermer les fenêtres afin de profiter gratuitement du traitement. La scène est presque burlesque. Les corps toussent, les yeux pleurent. Mais on persiste. Ce moment dit beaucoup. L'exposition aux toxiques devient un calcul économique. L'espace n'est pas seulement contraignant, il est insalubre. L'humidité ici peut être pensée comme une métaphore sociale. Elle représente ce qui colle, ce qui ne sèche jamais, ce qui marque durablement. Elle est cette trace invisible que la pauvreté laisse sur les corps. C'est d'ailleurs cette odeur de sous-sol, que les parcs perçoivent instinctivement. Une odeur indéfinissable, mais reconnaissable, une signature spatiale. Ce motif de l'odeur est central. Il révèle que l'espace façonne les corps jusque dans leur dimension la plus intime. On ne sort pas indemne d'un lieu. L'habitat devient une seconde peau. Le semi-sous-sol n'est pas seulement un logement, il est une empreinte.
Il faut également observer la relation au dehors. La fenêtre des Kim ouvre sur une ruelle, sur des détritus, sur des passants qui urinent à proximité. L'espace public est intrusif. Il n'est pas esthétisé comme le jardin des parcs. Il est brut, imprévisible, parfois humiliant. La frontière entre dedans et dehors est fragile. La pluie constitue le moment de vérité de cet espace. Lors de l'orage, l'eau ne ruisselle pas simplement, elle envahit. Les égouts débordent, les toilettes explosent littéralement, projetant une eau sale au cœur du logement. Cette scène, d'une violence symbolique saisissante, montre que l'architecture n'offre aucune protection. Elle cède, elle laisse entrer le chaos. Pendant que les parcs dorment paisiblement dans leurs maisons surélevées, les Kim luttent contre une inondation qui détruit le peu qu'ils possèdent. La verticalité de la ville se révèle alors dans toute sa brutalité. L'eau descend, elle suit la pente sociale, elle frappe les plus bas. Ce contraste est peut-être l'un des moments les plus puissants du film, car il montre que les catastrophes ne sont jamais neutres. Elles sont distribuées spatialement, elles affectent différemment selon la position occupée dans la hiérarchie urbaine. La descente nocturne des Kim, après la soirée chez les parcs, est filmée comme une chute interminable. Escalier après escalier, rue après rue, la famille traverse la ville vers le bas. Cette séquence est presque mythologique. Elle évoque une descente aux enfers. Chaque marche franchie est une confirmation de leur condition. L'ascension vers la maison des parcs était une ascension sociale provisoire, fragile, conditionnée par le mensonge. La descente vers le semi-sous-sol est un rappel brutal. L'espace a une mémoire. Il rappelle chacun à sa place. On pourrait ici convoquer Gaston Bachelard et sa poétique de l'espace. Pour Bachelard, la maison est un lieu de rêverie, de protection, d'intimité. Mais chez Bong Joon-ho, cette dimension protectrice est brisée. Le semi-sous-sol ne permet pas la rêverie. Il n'offre pas de verticalité ascendante vers un grenier lumineux. Il n'est qu'une profondeur humide. La stratification verticale chez Bachelard distinguait la cave, lieu de l'inconscient des peurs, et le grenier, lieu de l'imaginaire. Dans Parasite, les Kim sont condamnés à la cave sans accès au grenier. Leur imaginaire d'ascension est suspendu à l'architecture des autres. Il faut également noter que malgré tout, le semi-sous-sol n'est pas représenté comme un lieu uniquement misérable. Il est aussi un lieu de solidarité, de créativité, de stratégie. C'est là que les Kim élaborent leur plan d'infiltration. C'est là que naît leur ruse. L'espace contraint engendre une intelligence adaptative. Mais cette intelligence reste enfermée dans les limites du lieu. Elle ne transforme pas la structure, elle ne fait que la contourner temporairement. Ainsi, le semi-sous-sol devient une métaphore d'une société où l'on peut améliorer sa situation marginalement, mais où la verticalité demeure intacte. Les Kim ne détruisent pas la hiérarchie, ils tentent d'y trouver une fissure. La violence finale du film peut alors être lue comme le point de rupture de cette illusion. Lorsque le père, Kim, commet l'irréparable, ce n'est pas seulement un geste de colère, c'est l'effondrement d'une tension accumulée entre deux espaces incompatibles, entre l'humidité et la lumière, entre le bas et le haut. Le semi-sous-sol n'est donc pas simplement le décor d'une pauvreté, il est une condition existentielle, une manière d'habiter le monde depuis le bas, une expérience quotidienne de la vulnérabilité. Et c'est précisément parce que Bong Joon-ho donne à voir cette expérience dans toute sa matérialité, les murs, l'eau, l'air, les escaliers, que Parasite dépasse la dénonciation abstraite. Il nous fait sentir l'inégalité. Dans la prochaine partie, il faudra interroger plus frontalement cette verticalité comme principe métaphysique. Comment l'architecture devient-elle une ontologie sociale? Comment le haut et le bas cessent-ils d'être de simples positions pour devenir des destins? Si l'on rassemble maintenant les éléments observés, la maison surélevée des parcs, le semi-sous-sol des Kim, les escaliers omniprésents, la pluie qui descend, une évidence s'impose.
La verticalité n'est pas un motif décoratif, elle est la loi du film. Elle en constitue l'armature invisible. Parasite est structuré selon un axe haut-bas, qui ne cesse de distribuer les positions sociales, les affects, les possibilités d'action. Mais il faut aller plus loin. Cette verticalité devient une véritable métaphysique sociale. Le haut n'est pas seulement plus confortable, il est plus stable. Le bas n'est pas seulement plus inconfortable, il est plus précaire. L'élévation géographique équivaut à une élévation ontologique. Être au-dessus, c'est exister différemment. Être en dessous, c'est subir la gravité sociale. Il est frappant de constater que les mouvements du film suivent presque toujours des trajectoires verticales. Lorsque les Kim se rendent chez les Park pour la première fois, ils montent. Lorsque la famille est chassée après la révélation du bunker, elle descend. Lors de la nuit de l'orage, la descente est interminable, presque hypnotique. Chaque escalier franchi est une confirmation de leur position. Cette insistance sur l'axe vertical produit un effet puissant. Elle naturalise la hiérarchie. La lutte des classes n'apparaît plus seulement comme un conflit économique ou idéologique, mais comme une différence de niveau. Or, un niveau, par définition, ne se discute pas, il s'habite. C'est là que se loge le déterminisme spatial du film. On pourrait ici convoquer Michel Foucault et sa réflexion sur les hétérotopies, ces espaces autres qui organisent les régimes particuliers de visibilité et de pouvoir. La maison des Parcs fonctionne comme une hétérotopie bourgeoise. Elle est séparée du reste de la ville. Elle obéit à ses propres règles. Elle filtre les entrées. Elle distribue les rôles. Mais plus profondément encore, l'architecture agit comme un dispositif disciplinaire. Elle façonne les corps et les comportements. Les Kim, lorsqu'ils sont dans la maison, adoptent une posture différente. Leur langage change. Leur gestuelle se modifie. Ils se déplacent avec prudence. Ils s'adaptent à la hauteur des plafonds, à la luminosité, à la disposition des pièces. L'espace impose un certain type de subjectivité. Il ne s'agit pas simplement d'un décor que l'on traverse. L'architecture agit comme une force silencieuse qui modèle l'expérience. Elle produit des affects spécifiques. Sécurité, légèreté, insouciance dans la maison des Parcs. Tension, vigilance, précarité dans le semi-sous-sol. La scène où les Parcs observent la pluie depuis leur salon est révélatrice. Pour eux, l'orage est esthétique. Il purifie le jardin, il rafraîchit l'air. Pour les Kim, au même moment, la pluie détruit, envahit, humilie. Le même phénomène naturel produit deux expériences radicalement opposées selon la position occupée dans la verticalité urbaine. Ainsi, la gravité devient une catégorie politique. La ville est construite en pente. Les quartiers riches se situent sur les hauteurs, les quartiers pauvres en contrebas. L'eau descend, les déchets descendent, les catastrophes descendent. Cette configuration n'est pas neutre, elle est le résultat d'une production sociale de l'espace. Henri Lefebvre, encore une fois, affirmait que l'espace est un produit social avant d'être une donnée géographique. Parasite en offre une démonstration sensible. L'architecture n'est pas seulement un reflet de la richesse, elle est une condition de sa reproduction. La maison surélevée protège, elle filtre les nuisances, elle garantit une distance. Le semi-sous-sol, à l'inverse, expose. Il subit les flux, les bruits, les odeurs. Cette verticalité produit une illusion particulièrement perverse, celle de la mobilité. Monter est possible. Les Kim le prouvent. Ils parviennent à investir progressivement la maison des Parcs. Mais cette ascension est conditionnée par le mensonge et la dissimulation. Elle n'est pas structurelle, elle est provisoire. Le film suggère ainsi que la mobilité sociale dans un système fortement stratifié reste une exception fragile. L'architecture demeure intacte. Les murs ne bougent pas. Les escaliers restent là. Le bunker constitue à cet égard un point nodal. Il introduit une profondeur supplémentaire. Sous le haut se trouve encore plus bas. Sous la richesse se trouve une invisibilité radicale.
L'homme qui vit dans le bunker incarne l'extrême du déterminisme spatial. Il est littéralement enterré. Il survit grâce au reste. Cette superposition de niveaux, entre surface lumineuse, sous-sol caché, semi-sous-sol inondable, crée une cartographie verticale du capitalisme tardif. Chaque couche correspond à une position sociale. Chaque étage est un monde. Il est intéressant d'observer que le film ne propose aucun espace horizontal véritablement commun. Il n'y a pas de place publique où les classes se rencontreraient à l'égalité. Les interactions se font toujours dans un espace appartenant à l'une des classes. Les Kim sont invités dans la maison des parcs, mais ils n'y sont jamais chez eux. Les parcs ne descendent jamais dans le semi-sous-sol des Kim. L'absence d'un espace partagé renforce le déterminisme. La violence finale peut alors être interprétée comme une rupture de cette géométrie. Lorsque le père Kim tue Monsieur Park, lors de la fête d'anniversaire, l'acte se produit dans le jardin, espace intermédiaire entre intérieur et extérieur. Mais ce geste ne renverse pas la verticalité. Il la rend explosive. Il révèle que le système ne permet pas de réconciliation. La dernière séquence, où le fils imagine acheter la maison, est d'une cruauté métaphysique. Elle propose un rêve d'ascension totale. Quitter le bas, posséder le haut, abolir la distance. Mais le montage suggère que ce rêve reste imaginaire. L'architecture demeure inatteignable. Ainsi, Parasite met en scène un monde où l'espace devient destin, non pas au sens d'un fatalisme absolu, mais au sens d'une structure si solidement ancrée qu'elle façonne les possibles. La verticalité n'est plus simplement un motif visuel, elle devient une ontologie sociale. Elle dit ce que signifie exister dans une société stratifiée. Et peut-être est-ce là l'apport philosophique majeur du film. Nous rappeler que la lutte des classes ne se joue pas seulement dans les salaires ou les discours, mais dans la manière dont les villes sont construites, dans la hauteur des fenêtres, dans la profondeur des caves, dans la longueur des escaliers. Habiter un espace, ce n'est jamais neutre. C'est occuper une position dans une géométrie du pouvoir. Dans la prochaine partie, nous approfondirons cette question à travers un motif central, celui des escaliers et de la descente, où la ville elle-même se révèle comme une machine à produire et à maintenir les inégalités. S'il est un motif qui traverse Parasite de part en part, c'est celui de l'escalier. Non pas l'escalier comme simple élément fonctionnel, mais l'escalier comme principe narratif, comme opérateur symbolique, comme instrument de révélation sociale. Chez Bong Joon-ho, l'escalier est le lieu où le mouvement devient signifiant. Monter n'est jamais neutre, descendre n'est jamais anodin. Chaque marche franchie redessine une hiérarchie. Il faut d'abord remarquer l'omniprésence de ces escaliers. Ils structurent la maison des parcs. Un escalier élégant mène aux chambres, un autre conduit vers le sous-sol. Et un escalier secret révèle l'existence du bunker. Mais il structure aussi la ville elle-même. La ville de Séoul, filmée par Bong Joon-ho, est une ville en pente, une ville de dénivelé, une ville où les quartiers s'empilent les uns au-dessus des autres. L'escalier devient ainsi le vecteur visible de la stratification sociale. La séquence nocturne de la descente sous la pluie constitue sans doute l'un des moments les plus puissants et révélateurs. Après avoir été contraints de quitter précipitamment la maison des parcs, les Kim entament un retour vers leur quartier. La caméra les suit dans une longue traversée urbaine. Ils descendent des escaliers, puis d'autres escaliers, puis encore d'autres. Les rues se succèdent, toujours en pente descendante. La pluie s'intensifie, l'eau ruisselle. Ce qui frappe dans cette séquence, c'est sa durée. Bong Joon-ho insiste. Il étire le mouvement. Il transforme la descente en expérience physique pour le spectateur. Nous descendons avec eux. Nous ressentons la fatigue, l'humiliation, la gravité. Cette descente n'est pas seulement un trajet géographique. Elle est une révélation. Elle rend visible la structure de la ville. Elle montre que l'ascension sociale des Kim, leur infiltration progressive de la maison des parcs, était suspendue à une position instable. Il suffisait d'un événement, d'un imprévu,
pour que la gravité reprenne ses droits. La pluie agit ici comme révélateur. Elle matérialise la verticalité. L'eau descend toujours. Elle suit la pente naturelle. Elle ne s'accumule pas sur les hauteurs, elle envahit les bas-fonds. Cette logique hydrologique devient une métaphore politique. Les catastrophes ne sont pas distribuées équitablement. Elles frappent d'abord ceux qui vivent en contrebas. Il y a dans cette scène quelque chose de presque biblique. La pluie lave la maison des parcs, rafraîchit le jardin, prépare la fête d'anniversaire du lendemain. Dans le même temps, elle détruit l'espace des Kim. Les toilettes explosent sous la pression des égouts. L'eau sale envahit le logement, les objets flottent. La dignité elle-même semble submergée. La ville révèle sa hiérarchie dans l'écoulement de l'eau. Cette séquence nous oblige à penser l'urbanisme comme une structure inégalitaire. Les hauteurs ne sont pas simplement plus agréables, elles sont protégées. Les bas-fonds ne sont pas seulement moins chers, ils sont vulnérables. La topographie urbaine devient une carte des privilèges. On pourrait ici convoquer la notion de violence structurelle développée en sciences sociales. Une violence qui ne se manifeste pas toujours par des coups et des armes, mais par la manière dont les institutions et les structures produisent des inégalités durables. Dans Parasite, cette violence est inscrite dans le béton, dans la pente des rues, dans la hauteur des seuils. L'escalier devient alors un lieu de passage entre mondes incompatibles. Lorsque les Kim montrent pour la première fois vers la maison des parcs, l'escalier est porteur d'espoir. Il symbolise la possibilité d'un déplacement, d'un franchissement. Mais cette montée reste conditionnelle. Elle suppose une dissimulation. Elle exige une adaptation permanente. Les Kim doivent se conformer au code du lieu pour ne pas être expulsés. À l'inverse, les parcs ne descendent jamais vraiment. Ils ne visitent pas les semi-sous-sols, ils n'éprouvent pas la pente. Leur monde est horizontal, stable, protégé. Cette asymétrie est fondamentale. Elle montre que la mobilité n'est pas réciproque. L'espace autorise certains mouvements et en interdit d'autres. Il faut également s'arrêter sur le bunker, accessible par un escalier secret, dissimulé derrière une étagère. Ce passage vertical, presque clandestin, révèle une profondeur insoupçonnée sous la maison parfaite. L'escalier du bunker est étroit, sombre, oppressant. Il conduit vers un espace où la lumière est artificielle, où l'air est rare. Ce second niveau de descente introduit une complexité supplémentaire dans la cartographie sociale du film. Il existe toujours plus bas que soi. Les Kim qui se croyaient déjà au bas de l'échelle découvrent qu'il existe une couche encore plus invisible. Ainsi, l'escalier ne relie pas seulement le haut et le bas, il révèle la multiplicité des niveaux. Il montre que la hiérarchie n'est pas binaire, mais stratifiée. Il est intéressant, encore une fois, de noter que la violence finale éclate lors d'une fête organisée dans le jardin, espace intermédiaire entre intérieur et extérieur, entre haut et bas. Mais cette explosion de violence ne détruit pas la structure, elle la confirme. Le père Kim, après son geste, se réfugie précisément dans le bunker. Il descend encore. Il disparaît sous la surface. La descente devient alors une disparition. La dernière image du père, vivant clandestinement dans le bunker, prolonge cette logique. Il envoie des messages en code morse à travers la lumière. Il est devenu littéralement invisible, enfoui sous la maison qu'il ne possédera jamais. La verticalité se referme sur lui. Le rêve final du fils, imaginant acheter la maison pour libérer son père, propose une remontée fantasmatique. Mais le film laisse entendre que cette remontée restera imaginaire. L'architecture demeure intacte. Les escaliers dans Parasite ne sont donc pas des instruments de transformation radicale. Ils sont les vecteurs d'une circulation contrôlée. Ils permettent le déplacement mais pas l'abolition des niveaux. Ce motif, répété avec une rigueur presque obsessionnelle, transforme la ville en machine à hiérarchiser. Chaque pente, chaque marche, chaque seuil rappelle une vérité simple et implacable. Nous n'habitons pas tous le même niveau du monde. Et peut-être est-ce là la force troublante du film. Nous faire sentir que la lutte des classes n'est pas seulement un conflit d'intérêts, mais une question de gravité, une question de position, une question de hauteur.
Dans la prochaine partie, nous plongerons plus profondément encore dans cette logique en analysant le bunker comme une figure du refoulé social et comme métaphore d'un inconscient architectural du capitalisme contemporain. S'il fallait désigner le moment où Parasite bascule définitivement du drame social à la tragédie métaphysique, ce serait sans doute la révélation du bunker. Jusqu'alors, le film jouait sur une opposition relativement lisible. Les riches en haut, les pauvres en bas. Une verticalité claire, presque didactique. Mais lorsque l'ancienne gouvernante revient sous la pluie et dévoile l'existence d'un sous-sol secret, dissimulé derrière une étagère, le schéma se complexifie brutalement. Sous le haut, il y a encore plus bas. Le bunker n'est pas simplement un élément scénaristique destiné à relancer l'intrigue. Il est le cœur obscur du film. Il est ce que l'architecture ne montre pas, ce qu'elle refoule, ce qu'elle dissimule derrière la surface lisse. Il introduit une profondeur inattendue dans la maison des Parks, comme si la pureté moderniste reposait sur un vide, sur une cavité secrète. L'accès au bunker est déjà en soi significatif. Il faut déplacer une étagère, révéler une porte invisible, descendre un escalier étroit. La lumière se fait rare, l'air semble plus dense. La descente est presque claustrophobique. La caméra accompagne le mouvement avec une lenteur qui accentue l'impression d'enfouissement. Ce passage secret agit comme une métaphore psychanalytique. On pourrait dire que la maison des Parks possède un inconscient, un espace où est enfoui ce qui ne doit pas apparaître à la surface, un espace où se maintient dans l'ombre la part la plus brute du système. L'homme qui vit dans le bunker, John Say, n'est pas un simple personnage secondaire, il incarne l'extrême de la stratification sociale. Il est plus bas que les Kim. Il vit littéralement sous terre, dépendant des restes alimentaires, privé de lumière naturelle, réduit à une existence clandestine. Ce qui est frappant, c'est que les Parks ignorent totalement son existence. Ils habitent au-dessus de lui sans savoir qu'un homme survit sous leurs pieds. Cette ignorance n'est pas accidentelle, elle est structurelle. Elle est le produit d'un espace conçu pour invisibiliser. Le bunker fonctionne ainsi comme la figure du refoulé social. Dans les sociétés contemporaines, certaines populations sont rendues invisibles. L'architecture devient également une machine à produire de l'oubli. Il est intéressant de noter que le bunker était initialement conçu comme un abri anti-bombe, vestige des tensions géopolitiques de la péninsule coréenne. Ce détail ajoute une couche supplémentaire de sens. L'espace de protection contre une menace extérieure devient le lieu d'une menace intérieure. L'abri est détourné. Il protège non pas les habitants légitimes, mais un homme traqué par les dettes. Ainsi, le capitalisme tardif transforme même les dispositifs de sécurité en espaces d'exclusion. La relation entre les Kim et Jeonsei est particulièrement révélatrice. Au départ, les Kim se croyaient au bas de l'échelle. Ils avaient identifié les Parks comme la classe dominante. Mais la découverte du bunker les confronte à une vérité dérangeante. Ils ne sont pas les plus bas, il existe toujours plus invisible que soi. Ce déplacement est fondamental car il montre que la lutte des classes ne se réduit pas à un affrontement binaire. Elle est stratifiée, fragmentée, traversée de rivalités horizontales. Les dominés peuvent entrer en conflit entre eux pour préserver leur place relative. La violence qui éclate entre la famille Kim et le couple du bunker n'est pas seulement une querelle circonstancielle. Elle est l'expression d'un système où chacun lutte pour ne pas tomber plus bas. Le bunker devient un espace de compétition désespérée. On pourrait ici mobiliser une lecture marxiste enrichie par une perspective psychanalytique. Le bunker représente ce que le système économique produit et doit cacher pour se maintenir. La dette, la dépendance, la précarité absolue. Il est le symptôme d'un ordre qui promet la réussite, mais génère des exclus. La scène où John C., dans son bunker, vénère presque religieusement M. Park
en allumant et éteignant les lumières pour saluer son passage est d'une ironie glaçante. L'homme invisible rend hommage à celui qui ignore jusqu'à son existence. Le rapport de domination est intériorisé. Le bunker devient ainsi le théâtre d'une servitude volontaire radicalisée. Mais il est aussi le lieu d'un basculement. Lorsque la violence éclate lors de la fête d'anniversaire, Jonesy surgit du sous-sol comme une figure spectrale. Il traverse le jardin, espace de représentation sociale, et introduit le chaos. Ce qui était enfoui remonte à la surface. Ce surgissement peut être interprété comme le retour du refoulé. Ce que l'architecture dissimule finit par éclater. La surface ne peut indéfiniment contenir la profondeur. La réaction du père Kim face à l'humiliation finale, lorsque M. Park manifeste son dégoût à l'égard de l'odeur, trouve ici un écho particulier. L'odeur, déjà associée au semi-sous-sol, devient le signe ultime d'une frontière invisible. La violence du geste meurtrier surgit précisément au moment où la hiérarchie olfactive est réaffirmée. Après le meurtre, le père Kim descend à son tour dans le bunker. Il devient l'homme invisible. Il prend la place de celui qui vivait déjà sous terre. La verticalité se referme comme un piège. Celui qui a tenté de monter se retrouve enfoui. La dernière partie du film, montrant le père vivant clandestinement dans le bunker et communiquant par signaux lumineux, accentue cette dimension spectrale. Il n'appartient plus au monde visible, il habite l'ombre. Acheter la maison, ce serait abolir la verticalité, ce serait transformer le haut en espace accessible. Mais le film suggère que cette projection reste illusoire. Le bunker demeure, l'architecture ne change pas. Ainsi, Parasite propose une vision profondément pessimiste du système spatial contemporain. Il montre que sous la lumière se cache toujours une obscurité, que sous la réussite se trouve une invisibilité, que l'architecture moderne, si transparente en apparence, repose sur des couches enfouies. Le bunker n'est pas un accident du récit, il est son centre philosophique. Il est l'inconscient architectural du capitalisme urbain. Il est la preuve que toute surface lisse dissimule une profondeur que l'on préfère ignorer. Dans la prochaine partie, nous élargirons encore la perspective pour interroger Parasite comme allégorie globale du capitalisme et comprendre comment cette géométrie verticale dépasse le cadre coréen pour devenir un miroir des sociétés contemporaines. Après avoir traversé les différentes strates de l'espace, la surface lumineuse, le semi-sous-sol humide, le bunker invisible, il devient possible d'élargir le regard. Parasite ne se contente pas de raconter une histoire coréenne. Il ne propose pas uniquement une satire locale des inégalités à Séoul. Il construit une véritable allégorie du capitalisme tardif, où l'architecture devient le schéma matériel d'un système global. Ce qui est remarquable chez Bong Joon-ho, c'est qu'il ne filme jamais frontalement le capitalisme comme abstraction. Il ne montre ni usines, ni grandes entreprises, ni débats politiques. Le capitalisme n'apparaît pas sous la forme d'un discours, mais sous la forme d'un espace habité. Il est intégré aux murs, aux jardins, aux escaliers. La maison des parcs est une condensation du capitalisme contemporain. Minimaliste, transparente, élégante, parfaitement fonctionnelle. Elle donne l'illusion d'un monde fluide, méritocratique, presque naturel. Rien ne semble brutal, rien ne semble violent. Et pourtant, tout dans sa structure repose sur une séparation stricte des positions. Le capitalisme, tel qu'il apparaît dans Parasite, ne fonctionne pas principalement par oppression visible, mais par organisation spatiale. Il distribue les places. Il rend certaines vies confortables et d'autres vulnérables. Il produit de l'inégalité sans avoir besoin de l'afficher. Ce qui rend le film particulièrement puissant, c'est qu'il refuse la simplification morale. Les parcs ne sont pas diaboliques, ils sont polis, presque naïfs, parfois touchants. Ils ne se pensent pas comme oppresseurs, ils vivent simplement dans un espace qui les protège des conséquences du système.
Cette absence de méchanceté explicite renforce la dimension politique du film. L'injustice ne provient pas d'une cruauté individuelle, mais d'une structure impersonnelle. Le moment clé de cette révélation se joue lors de la fête d'anniversaire du jeune Da Song. Le jardin est décoré, les invités arrivent, l'atmosphère est légère. La surface sociale fonctionne à plein régime. Tout semble sous contrôle. Mais sous cette surface, la tension accumulée explose. Jonesy surgit du bunker, la violence éclate, le sang coule dans le jardin impeccable. Ce surgissement montre que le capitalisme produit une instabilité souterraine. Il accumule des tensions invisibles. Il dissimule ses contradictions jusqu'au moment où elles deviennent incontrôlables. Le geste du père Kim, poignardant M. Park, ne peut être réduit à une simple explosion de colère individuelle. Il est l'expression d'une humiliation intériorisée. Le détail de l'odeur, ce dégoût subtil mais persistant exprimé par M. Park, cristallise cette violence symbolique. Ce n'est pas l'exploitation économique directe qui déclenche le geste, mais la réaffirmation d'une frontière invisible. L'odeur dans le film est une frontière sociale incarnée. Elle ne se voit pas, mais elle sépare radicalement. Ainsi, Parasite montre que le capitalisme fonctionne moins par exclusion explicite que par distinction subtile, par distance, par séparation sensorielle. Les classes sociales ne se mélangent pas vraiment, elles coexistent dans des espaces distincts, reliés par des escaliers mais cloisonnés par des seuils. La séquence de fin propose une résolution apparente. Travailler dur, réussir, acquérir l'espace. Mais la mise en scène suggère que le rêve du fils appartient au registre du fantasme. Il est filmé comme une projection, un scénario hypothétique. Le rêve incarne d'ailleurs l'idéologie méritocratique qui est au cœur du capitalisme. L'idée que l'ascension est possible pour tous. Mais Parasite laisse entendre que cette promesse est structurellement limitée. L'architecture, encore une fois, demeure, et donc les niveaux persistent. La force politique du film réside dans cette lucidité. Il ne propose pas de révolution spectaculaire, il ne met pas en scène un renversement du système. Il montre au contraire l'impossibilité d'un véritable déplacement structurel. Le père Kim finit dans le bunker, le fils reste dans le semi-sous-sol et la maison demeure aux mains des riches. La verticalité n'est pas abolie. Il faut également noter que la maison des Parks, bien qu'ultra-moderne, n'est pas située dans un centre historique identifiable. Elle pourrait être n'importe où. Elle représente une esthétique globalisée. De la même manière, le semi-sous-sol des Kim pourrait exister dans de nombreuses métropoles contemporaines. Parasite devient ainsi un miroir transnational. La gentrification, la montée des loyers, la ségrégation spatiale, la concentration des richesses dans des enclaves protégées. Tout cela dépasse, bien sûr, le contexte coréen. Le film résonne avec des réalités urbaines, européennes, américaines, asiatiques. La verticalité qu'il met en scène est devenue une condition globale. On pourrait dire que Parasite offre une cartographie sensible du capitalisme. Il montre comment celui-ci organise l'espace en strates, comment il produit des zones protégées et des zones exposées, comment il transforme l'architecture en dispositif de séparation. Mais le film ne se contente pas de dénoncer, il interroge aussi notre propre position. Où sommes-nous situés dans cette verticalité ? Habiter un appartement hauteur, bénéficier d'un espace lumineux, signifie-t-il être complice d'un système ? Et inversement, vivre en contrebas, signifie-t-il être condamné à l'invisibilité ? La puissance philosophique de Parasite réside précisément dans cette question ouverte. Il ne distribue pas des rôles figés, il montre une structure et nous invite à y situer nos propres existences. En fin de compte, le véritable parasite n'est peut-être ni la famille pauvre ni la famille riche. Le véritable parasite est un système spatial qui organise les vies selon une hiérarchie si profondément intégrée qu'elle paraît naturelle. Parasite nous oblige à regarder nos vies autrement, à observer les pentes, les escaliers, les sous-sols, à comprendre que la lutte des classes ne se joue pas seulement dans les chiffres du PIB ou les débats parlementaires, mais dans la manière dont les corps circulent dans les espaces qu'ils habitent,
dans la hauteur de leurs fenêtres. Enfin, nous reviendrons sur la question fondamentale soulevée par le film. Peut-on vraiment habiter le monde dans une structure aussi stratifiée? Ou sommes-nous condamnés à simplement occuper la place qui nous est assignée? Arrivé au terme de cette traversée verticale, une question demeure suspendue. Que signifie habiter un monde structuré par une hiérarchie spatiale si rigide? Que devient l'idée même d'habiter lorsque l'espace n'est plus un lieu de déploiement existentiel, mais une assignation? Dans Parasite, il ne s'agit jamais simplement de posséder un logement. Il s'agit d'occuper un niveau. Et occuper un niveau, ce n'est pas seulement vivre dans un lieu, c'est être situé dans une ontologie sociale. Le film se clôt là où il avait commencé, dans le semi-sous-sol. Le fils Kim écrit une lettre à son père. Il imagine un avenir où, grâce à son travail, il pourra acheter la maison des parcs et libérer celui qui s'est enfoui dans le bunker. La séquence est construite comme un rêve d'ascension sociale, sortir du bas, accéder au haut, et donc abolir la distance. Mais la mise en scène instille un doute. Le montage laisse entendre que cette projection relève davantage de l'imaginaire qu'une promesse réaliste. Cette boucle narrative est importante. Elle signifie que la verticalité n'a pas été renversée, la violence n'a pas produit de transformation structurelle. L'architecture demeure. Nous touchons ici au cœur ontologique du film. Parasite n'est pas seulement un récit de lutte de classe, il est une méditation sur la condition d'habiter dans un monde stratifié. Habiter au sens fort suppose un rapport intime à l'espace, un espace où l'on peut projeter des possibles, déployer des rêves, inscrire une durée. Gaston Bachelard parlait de la maison comme d'un abri de l'âme, un lieu où l'imaginaire peut s'élever. Or, dans Parasite, l'élévation imaginaire est réservée à ceux qui occupent déjà les hauteurs. Les Kim ne rêvent pas dans leur semi-sous-sol, ils calculent, ils planifient, ils survivent. Leur espace ne favorise pas la rêverie, il exige l'adaptation. Le père Kim, à la fin, ne vit plus. Il habite un espace qui n'est pas conçu pour être habité, un espace technique, caché, marginal. Cette image finale du père devenu invisible sous la maison qu'il ne possédera jamais cristallise l'ambiguïté du titre. Qui est le parasite, celui qui infiltre, celui qui exploite, ou le système lui-même qui se nourrit des vies invisibles pour maintenir sa surface intacte? Le film ne donne pas de réponse univoque, il laisse le spectateur face à une géométrie implacable. Si l'on prend un peu de recul, on comprend alors que Parasite interroge une tension fondamentale du capitalisme. La promesse d'ascension contre la réalité de la reproduction. La mobilité est présentée comme possible, mais elle reste rare, conditionnée, fragile. L'espace, lui, se reproduit. Les hauteurs restent protégées, les bas-fonds restent vulnérables. La verticalité devient alors une forme de destin spatial. Mais il serait trop simple de conclure à un fatalisme absolu. Le film ne ferme pas complètement l'horizon. Il montre, par sa mise en scène même, que rendre visible la structure est déjà un acte critique. En matérialisant la hiérarchie, en exposant les escaliers, en révélant le bunker, Bong Joon-ho transforme l'architecture en objet de pensée. Nous ne pouvons plus voir une maison moderne de la même manière après Parasite. Nous ne pouvons plus ignorer la question des sous-sols, des pentes, des niveaux. Ainsi, la véritable subversion du film n'est peut-être pas narrative, mais perceptive. Il reconfigure notre regard sur l'espace urbain. Il nous invite à interroger nos propres positions, à nous demander de quel côté de la pente sommes-nous, à quelle hauteur se situe notre fenêtre. Habiter le monde dans cette perspective suppose de reconnaître la verticalité qui le structure, de refuser l'illusion de neutralité spatiale, de comprendre que l'architecture n'est jamais innocente. Peut-être alors que la question centrale posée par Parasite n'est pas comment changer de place, mais comment transformer la structure elle-même. Car tant que le monde restera organisé selon une géométrie du haut et du bas, certains habiteront pleinement, tandis que d'autres survivront à leur place. Et c'est précisément là que le cinéma devient philosophique, lorsqu'il ne se contente pas de raconter une histoire,
mais qu'il révèle la forme invisible de nos existences.